accompagner. Généralement, pour nous, le plan, un maximum quelqu'un qui vient de commencer à épargner pour l'achat de la maison, on se donne l'objectif d'aider la personne à acheter sa maison à l'intérieur des 2 ans. Donc, la plupart du temps, on arrive à respecter notre échéancier, bien entendu. Ça prend 2 personnes pour danser le tango. Et le client ou les gens qui nous ont été référés, il faut qu'ils fassent un effort de leur part, mais nous, de notre côté, on met toutes les stratégies en place pour les aider à accélérer ce processus, pour les aider à atteindre cet objectif-là le plus rapidement possible. Donc, au du moins, s'il y a des gens aussi qui ont déjà commencé le processus, on va accélérer encore plus ce processus pour les aider à réaliser ce projet-là dans les délais les plus raisonnables possibles. Donc, généralement, quand on rencontre, on travaille avec quelqu'un, ça, c'est un plan qu'on travaille ensemble. On fait une analyse de faisabilité. On va évaluer les critères d'admissibilité, détailler le plan d'achat, bien entendu, service clé en main. Donc, on va déterminer la mise de fonds, les prêts hypothécaires, toute l'expertise aussi dont vous avez besoin aussi. On est entouré aussi pour vous accompagner dans ce processus-là si vous n'avez pas les professionnels nécessaires pour vous accompagner dans votre cheminement. Et bien entendu, on va aussi garantir l'assurabilité des gens aussi. Et bien entendu, toujours aussi pour nous, qui est important, c'est de donner au suivant. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, maintenant, dans le processus de l'achat d'une maison, généralement, il y a les 4 grandes étapes qu'on doit passer à travers le processus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'y attarder un petit peu plus ici pour un petit peu discuter chaque point et c'est l'importance de chacune des étapes dans ce processus-là. Donc, voilà. Donc, quand on parle maintenant de l'étape 1, l'étape 1, là, je vous dirais ici, dans l'étape 1 ici, ce sont les gens comme moi, comme les conseillers financiers qui, si vous avez été invité par quelqu'un, votre conseiller financier qui va ici vraiment faire cette partie du travail. Ça, c'est la partie la plus importante de tout le processus. Sans le point 1, tout le reste ne tient plus la route. Donc, généralement, on va occuper le rôle central dedans et tous les autres professionnels nous parlent parce que tout tourne autour du travail du conseiller en sécurité financière qui vous accompagne pour vous préparer pour l'achat de la maison. Donc, ça veut dire que votre conseiller en sécurité financière va devenir votre meilleur ami dans ce cas-ci parce que si vous voulez vraiment atteindre cet objectif-là, vous allez devoir travailler de main dans la main avec cette personne-là parce que c'est la personne ressource vraiment qui va ficeler le tout parce que tous les autres professionnels n'auront pas de business si le conseiller en sécurité financière ne fait pas son travail à la base. Donc, ça veut dire que vous aurez besoin de l'accompagnement de votre conseiller en sécurité financière pour vous accompagner dans ce processus-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va valider d'abord? On va valider, le point essentiel qu'on va valider, c'est la carte de crédit, bien entendu. Mais la carte de crédit, c'est tout, bien entendu. Donc, pourquoi c'est la chose la plus importante? Parce que la première chose qu'on va faire, on va valider, on va regarder votre code de crédit. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est solvable? OK? Est-ce que vous n'êtes pas un délinquant? Bon, on parle de délinquant, là, bien entendu. C'est un gros mot, mais c'est comme ça dans le jargon de l'industrie. On parle de quelqu'un qui a une mauvaise code de crédit, on le considère comme quelqu'un de délinquant. Délinquant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne paye pas bien ses dettes, quelqu'un qui ne rembourse pas ses dettes, quelqu'un qui ne respecte pas ses échéanciers. Donc, quelqu'un qui ne fait pas ça, dans le terme technique du jargon de langage, on considère que c'est quelqu'un qui est un délinquant. OK? Donc, mais rien de personnel à ça. Donc, dans ce cas-ci, l'accord de crédit va être l'élément central. Donc, c'est là que maintenant, le conseiller financier va s'asseoir avec le client, va regarder sa carte de crédit. Si on doit l'améliorer, on va mettre en place des stratégies pour l'aider à améliorer sa carte de crédit dans des délais très raisonnables. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, des petites choses que nous pouvons intégrer dans notre pratique quotidienne qui va influencer cette carte de crédit et la ramener à un niveau qui est acceptable pour qu'on devienne admissible pour l'achat d'une maison. Donc, maintenant, on va voir dans certaines situations où est-ce que les codes de crédit sont borderline, il y a quand même de l'espoir. J'ai déjà travaillé des dossiers où est-ce que les gens avaient des codes de crédit en dessous du seuil nécessaire. Il y a quand même des stratégies qu'on peut mettre en place quand même pour aider quelqu'un à acheter sa maison. C'est pas nécessairement la voie qu'on souhaite prendre nécessairement parce que ça va coûter un petit peu plus cher, mais entre-temps, c'est toujours possible de le faire. Mais idéalement, on veut ramener tout le monde dans les barèmes qui sont admissibles parce que comme ça, on va avoir l'embarras du choix, on a plus d'opportunités qui se présentent. Donc, on voudrait nécessairement ramener les gens dans une situation idéale. Et cette situation idéale-là, vraiment, c'est la carte de crédit qu'on doit ramener à un niveau acceptable. Comme je vous dis, on ne va pas entrer dans tous les détails de comment faire pour augmenter sa carte de crédit. On est équipé. Si vous avez des questions là-dessus, on peut toujours prendre le temps et revenir là-dessus et regarder votre situation de façon personnalisée, individuellement. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à ce niveau-là. Maintenant, deuxième élément qui va être important, c'est le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement aussi, c'est le deuxième facteur qui va vraiment déterminer si quelqu'un peut acheter ou peut ne pas acheter. Le ratio d'endettement va déterminer est-ce que je peux m'acheter une maison à 500 000 ou est-ce que je peux m'acheter une maison à 400 000. Le ratio d'endettement va déterminer à la fin de la journée
est-ce que je suis éligible pour l'achat d'une maison? Maintenant, je peux avoir de très bons revenus, mais si mon ratio d'endettement est très bas, ça se peut aussi que je ne devienne pas éligible pour l'achat d'une propriété. Donc, pour ça, maintenant, il va falloir qu'on regarde les dettes. Il va falloir qu'on regarde les dettes par rapport aux revenus. C'est une question de ratio. Maintenant, si on doit éliminer les dettes maintenant, votre conseiller financier est équipé maintenant pour vous accompagner, à vous donner des stratégies pour réduire les dettes le plus rapidement possible. Parce que si on baisse pas les dettes, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous acheter une maison. Donc, dans ce cas-ci, votre conseiller financier va devenir un allié incontournable dans ce cas-ci pour vous donner des stratégies dans un délai très raisonnable pour pouvoir réduire les dettes ou éliminer les dettes totalement dans le but de vous rendre éligible pour l'achat d'une propriété. Et bien entendu, il y a la fameuse mise de fonds aussi qui est obligatoire dans ce cas-ci pour quelqu'un qui s'achète une première maison. Le 5%, les 5% qu'on doit ramasser, là, ça c'est obligatoire, on n'a pas le choix, on ne peut pas acheter des premières maisons sans avoir les 5%. Donc, dans ce cas-ci, le conseiller financier aussi, c'est la personne aussi qui va vous donner les stratégies aussi. Comment faire pour ramasser la mise de fonds beaucoup plus rapidement avec des stratégies. Et effectivement, 50% de la mise de fonds généralement que les gens vont ramasser, c'est le conseiller financier avec des stratégies fiscales qui va l'aider à aller chercher cet argent-là, là où il faut aller les chercher. Et l'autre 50%, généralement, c'est le client ou la personne qui va venir, qui va devoir débourser, admettons, cet argent de ses poches. Donc, on est capable quand même de faciliter le processus en vous aidant à aller chercher une bonne partie de la mise de fonds sans que vous n'ayez à travailler dur pour la ramasser. Donc, dans ce cas-ci, c'est là qu'on vient réduire les délais. Ce qui prendrait 4 ans pour le faire, on est capable de le réduire dans un délai très court. On est capable de couper ça de moitié et vous permettre de réduire la période d'attente avant de pouvoir vous acheter une maison. Donc, dans ce cas-ci, votre conseiller financier, dans ce cas-ci, sera votre meilleur allié, sera votre meilleur ami pour vous accompagner dans ce processus-là. Maintenant, une fois que le conseiller financier a fait tout son travail, la cote de crédit est dans un seuil acceptable, le ratio d'endettement, on l'a ramené à un niveau très acceptable aussi. La mise de fonds aussi est là aussi. Donc, dans ce cas-ci, c'est excellent. Là, maintenant, on a un dossier qui est parfait maintenant pour qu'on puisse transférer le dossier à un courtier hypothécaire qui, lui, maintenant, va déterminer maintenant les critères d'admissibilité pour savoir pour quel montant vous allez pouvoir vous qualifier pour l'achat de la maison. Ça, c'est hyper important ici. Donc, dans ce cas-ci, l'autre chose aussi que je parlais par rapport au ratio d'endettement, il y a tout ce qu'on appelle certains ratios qu'il faut absolument garder parce que votre ratio d'endettement va avoir un effet direct sur votre code de crédit. Donc, c'est pour ça que le plus rapidement possible que vous voyez un conseiller financier pour regarder tout ça avec vous, pour vous aider à améliorer votre code. Des fois, la code de crédit, c'est pas parce que vous êtes nécessairement quelqu'un qui pille mal votre code de crédit. Vous pouvez faire vos paiements à temps tout le temps. Vous êtes tout le temps à l'heure. Vous respectez toujours vos échéanciers. Puis vous voyez que votre code de crédit est still très basse. Ou du moins, c'est là qu'elle ne s'améliore pas. Mais des fois aussi, c'est à cause de vos ratios d'endettement. Donc, il va y avoir des trucs qu'on va vous donner pour vous montrer vous êtes bon payeur, mais malheureusement, votre code de crédit n'est pas à un niveau qui est acceptable. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va regarder le dossier au complet et on va vous accompagner là-dedans pour vous aider à améliorer cette code de crédit le plus rapidement possible. Maintenant, tout ça, c'est vrai. Maintenant, on transfère le dossier au courtier hypothécaire. Le courtier hypothécaire va regarder la cote de crédit, va regarder les ratios d'endettement. Il va dire, OK, le dossier est bien. Voilà, maintenant, basé sur votre revenu individuel ou familial, ou du moins, si vous achetez avec un membre de la famille, ou peu importe, on va regarder le dossier complet. On va dire que maintenant, vous devenez éligible pour acheter une maison de 500 000, de 400 000, de 350 000, de 700 000, de 800 000, en fonction des revenus que vous allez gagner. Après ça, on va faire ce calcul-là pour vous déterminer. Maintenant, une fois que vous avez maintenant votre préqualification, ça, c'est la partie importante. Maintenant, c'est avec ça maintenant qu'on va transférer le dossier maintenant. Vous avez une préapprobation, une préqualification ici. On transfère le dossier au courtier immobilier. Dans ce cas-ci, c'est lui maintenant vous allez confier le mandat de vous trouver la maison. De grâce, s'il vous plaît, là, comme je le dis souvent, faites appel à ces professionnels-là. Ces gens-là sont là parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils vont être là pour vous accompagner. Je vois encore des gens maintenant qui se font la tentation d'aller acheter une maison sur du proprio. Ben, c'est pas que vous n'avez pas le droit. Vous avez toujours le droit de le faire. Mais, en même temps aussi, il faut être conscient aussi que vous allez au bac. Maintenant, les risques, c'est vous êtes seul à bord à encaisser les risques tout seul. Donc, il n'y a pas de partage de responsabilité. Peu importe ce qui vous arrive, vous êtes seul responsable de ce qui vous arrive. Personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'aller dans ce sens-là pour quelqu'un qui n'a pas d'expertise, qui n'a pas d'expérience à mettre sur l'immobilier, de vouloir s'acheter des maisons sur du proprio parce qu'on veut sauver un petit peu d'argent, parce qu'on ne veut pas payer un agent immobilier. Je suis désolé, là. L'achat d'une propriété, généralement, pour la plupart des gens, c'est la plus grosse dépense que les gens vont faire dans leur vie.
essayer de faire des petites économies là pour sauver 1000 piastres de ce côté-là pour pouvoir, qui va coûter beaucoup plus cher plus tard parce que vous n'avez juste pas l'accompagnement nécessaire. Je ne parle pas que ce soit comme rentable ni intelligent non plus à faire. Mais c'est un choix qui appartient à tout le monde. On est en démocratie, tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais là, maintenant, quand les conséquences vont arriver, vous allez devoir vivre seul avec. OK? Bon, ici, le courtier immobilier, lui, maintenant, c'est lui qui va faire ce travail-là. Déterminer les bons quartiers où acheter en fonction de vos critères à vous. Acheter dans un quartier aussi, on sait que, bon, les valeurs de revente sont très bonnes parce que si vous achetez dans un mauvais quartier, ça se peut que votre maison aussi, avec le temps, déprécie, perd sa valeur. Elle va toujours prendre un peu de valeur, mais elle ne prendra pas autant de valeur que si vous allez dans le quartier juste à côté où est-ce que maintenant les prix vont augmenter plus rapidement, mais le double de ce que vous avez dans votre quartier. Donc, il y a tous ces critères qui rentrent aussi. Le courtier immobilier, c'est lui qui va faire ce travail-là. On va en parler un petit peu plus tard du rôle du courtier hypothécaire et du immobilier dans ce processus-là. Comment le courtier immobilier est un élément extrêmement important dans le processus de l'achat de la maison. Maintenant, le courtier immobilier vous trouve votre maison. Voilà, selon les critères que vous avez établis, vous avez discuté avec lui, on a trouvé comme la maison qui vous convienne. Peut-être pas la maison de vos rêves, mais au moins qui est un début quand même en immobilier. Donc, dans ce cas-ci, c'est là qu'il va vous dire, OK, parfait, on a trouvé la maison, on va faire la troisième étape maintenant, on va présenter une offre dans le processus de l'achat de la maison. Maintenant, vous faites une offre. Des fois, on est dans un marché de surenchère. Donc, des fois, vous allez devoir donner un peu plus qu'on a demandé pour la maison pour vous assurer que vous voulez acheter la maison parce qu'il y a d'autres gens, des fois, qui vont faire de la surenchère, qui vont donner un peu plus. Donc, dans ce cas-ci, si vous voulez vraiment acheter la maison, maintenant, c'est jusqu'à quel point que vous aimez cette maison, jusqu'à quel point que vous êtes prêt à l'acheter ou que vous voulez absolument l'acheter. Donc, là, maintenant, c'est là que le jeu de négociation va commencer avec le vendeur, entre vous, l'acheteur et le vendeur. Donc, là, maintenant, il va y avoir un jeu de aller et venir. Donc là, maintenant, un va-et-vient plutôt. Donc, dans ce cas-ci, vous allez faire une offre. Le propriétaire, le vendeur va faire une contre-offre. Soit va accepter votre offre, lorsque vous avez fait être trop basse, parce que j'ai déjà trouvé plus cher. Si vous êtes prêt à faire ci, mais voilà, ma contre-offre. Et jusqu'à ce que vous allez trouver comme un terrain d'entente. Bien entendu, quelle que soit l'offre que vous allez offrir, il faut que l'offre soit conditionnelle. OK? Bien entendu, le fait que l'offre soit conditionnelle ne veut pas pour autant dire que vous allez toujours avoir une porte de sortie. Mais c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir parce que si l'offre n'est pas conditionnelle et que le propriétaire, le vendeur accepte votre offre, vous ne pouvez plus sortir dans la transaction. Donc, ça veut dire que si votre courtier immobilier vous a trouvé une autre maison que finalement répond à 100% de vos critères et que le propriétaire ou est-ce que vous avez fait votre offre a accepté votre offre et que vous n'avez pas fait une offre conditionnelle, malheureusement, il est trop tard, vous ne pouvez plus sortir. Et si vous décidez de ne pas honorer votre engagement, il va vous amener à la cour. Vous allez perdre parce que une fois qu'il a accepté votre offre, il n'y a plus moyen de sortir de la transaction, à moins que vous êtes capable de prouver qu'il y aura un impact majeur sur la transaction, soit parce que la propriété ne répond pas aux critères, peu importe, ou du moins ce que là, maintenant, vous avez vu un risque potentiel où le vendeur, vous avez caché des informations. Il y avait quelqu'un qui est décédé dans la maison, mais vous ne l'avez pas dit. Là, tout d'un coup, vous découvrez que ça. Ah, vous pouvez avoir un motif raisonnable maintenant pour sortir de la transaction. Mais à part d'un motif raisonnable, quand on parle de motif raisonnable, il faut vraiment que ce soit un motif raisonnable. C'est pas juste, ah, j'aime pas les fenêtres, mais finalement, là, les fenêtres ne correspondent pas. Non, ça, c'est pas un motif raisonnable. Ah, my God, je vois là, il y a des petites fissures dans les escaliers. C'est pas un motif raisonnable, ça. Il faut vraiment qu'il y ait un motif raisonnable. Sans quoi? Parce que vous allez léser le vendeur que lui, présentement, probablement, qui aurait pu accepter une autre offre et accepter votre offre et vous allez peut-être faire perdre une opportunité de vendre la maison à quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas-ci, c'est très difficile de sortir dans cette transaction. L'offre conditionnelle vous permet de mettre certaines conditions pour dire que on achète la maison, mais selon tel critère et telle condition. Et si une des conditions ne sont pas respectées, ça vous donne la porte de sortie de pouvoir sortir de la transaction. De toute manière, les courtiers immobiliers sont équipés pour ça, pour vous aider à faire des offres, pour vous protéger dans un certain sens, qui peuvent vous donner une petite porte de sortie si le besoin se fait nécessaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour ça que ça prend absolument un courtier immobilier. Et c'est là que maintenant, une fois que vous avez fait une offre conditionnelle, généralement, l'offre conditionnelle est après inspection. On va faire inspecter la maison. Là, maintenant, l'inspecteur, lui, maintenant, son travail à lui, maintenant, c'est de trouver les failles qui fassent que la propriété ou l'achat que vous allez faire devienne un investissement, entre guillemets, comme, admettons, risqué. Lui, maintenant, il va voir, OK, je vois des fissures dans la fondation. Il va mesurer la fissure. Et cette fissure-là est bientôt préparée. Ça veut dire que la maison a un problème de structure.
Et pour réparer cette structure-là, maintenant, ça va vous coûter comme un bras. Là, maintenant, vous pouvez dire, ah non, 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 moi, je veux rien savoir de ça. Vous pouvez sortir de la transaction. Il va vous donner un rapport d'inspection bien détaillé. Il a vérifié les fenêtres. Est-ce qu'il y avait de la moisissure? Est-ce qu'il y a de la termite? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce que ça? Il va vérifier tout. Est-ce qu'il y a des rongeurs dans la maison, etc. Il est capable de détecter ça. Et donc, c'est pour ça aussi, je vois encore des gens qui font encore la stupidité. Excusez-moi, moi, j'appelle ça de la stupidité. C'est vraiment de la stupidité. Acheter une maison sans inspection. À moins que vous soyez un contracteur en immobilier, un contracteur là comme en construction, que vous savez que, OK, vous allez acheter la maison telle quelle et que vous avez l'équipement, vous avez les moyens de pouvoir tout démolir ou démolir une partie de la maison et la refaire. Si ce n'est pas le cas, personnellement, je trouve ça, c'est stupide de ne pas prendre un inspecteur pour aller inspecter la maison avant de l'acheter. Et même encore, là encore, un inspecteur ne peut pas tout voir dans une transaction. Okay? Ça, c'est clair. Okay? Il ne peut pas tout voir à 100%, c'est mathématiquement impossible. Quelqu'un qui veut cacher un vice dans sa maison peut le cacher s'il veut. Okay? Il peut mettre du papier peint pour maquiller un mur, il peut faire plein de choses pour maquiller. Mais au moins, en prenant un inspecteur, ça vous donne la couverture légale pour dire que moi, là, j'ai fait tout ce qui était dans les règles de l'art pour m'assurer. Et même l'inspecteur, lui, ne pouvait pas voir à l'œil nu. Donc, là, maintenant, la maison a un vice caché. Maintenant, vous avez un recours maintenant pour repartir après l'ancien propriétaire. Soit pour qu'il répare les dommages, ou du moins que vous annulez littéralement la transaction. Mais dans ce cas-ci, il faut dire, mais si vous n'avez pas fait inspecter la maison, là, maintenant, tout d'un coup, après ça, vous remarquez qu'il y a des choses qui coulent, mais c'est votre responsabilité à vous de faire inspecter la maison. Vous ne l'avez même pas fait inspecter. Donc, dans ce cas-ci, vous n'avez pratiquement pas de recours envers l'autre personne qui était là, à moins que le vice caché était extrême, était vraiment majeur, et qu'il aurait dû vous lui dire que la maison avait ce problème structurel, il ne l'avait pas dit, vous avez caché l'information. Là, maintenant, dans ce cas-ci, vous pouvez avoir une petite fenêtre d'opportunité pour voir si vous pouvez aller après. Mais si vous n'avez pas fait inspecter la maison, ça va être très difficile après ça. Donc, dans ce cas-ci, l'inspecteur bâtiment va devenir aussi un élément extrêmement important aussi dans le processus d'achat de la maison. Et bien entendu, maintenant, une fois que maintenant tout va bien, votre financement est correct, votre inspection est correcte, donc tout est là, il n'y a rien de majeur qui pourrait faire que, bon, vous n'achetez pas par la propriété, il n'y a pas de risque majeur pour vous dans ce cas-ci. Bon, là maintenant, dans ce cas-ci, on vient conclure la boucle, là maintenant, au niveau de l'achat de la propriété. Donc, tout le monde est d'accord, on est en tandem, tout le monde. Donc, généralement, après ça, bon, maintenant, on va choisir la date du notaire. Le courtier immobilier va conclure la transaction, l'offre est finale, c'est réglé. Maintenant, c'est quand est-ce qu'on passe chez le notaire pour faire la passation du titre de propriété. Bon, généralement, le notaire va vous rencontrer en 2 occasions. La première occasion, c'est de regarder un petit peu, préparer le dossier, titre de propriété, etc., etc., etc. Une fois ça c'est fait, maintenant, vous allez avoir une date pour revenir, pour pouvoir signer tous les papiers, apporter vos preuves d'assurance, payer les montants etc., que vous devez débourser, etc., avec tous les chèques que vous devez amener chez le notaire. Et puis, par la suite, maintenant, on vous remet vos clés. Là, maintenant, vous prenez possession de votre propriété et vous devenez propriétaire à part entière. Donc, voilà les 4 étapes que vous devez traverser pour le processus de l'achat d'une maison. Je vais laisser la place maintenant à des questions. Je vais les prendre au fur et à mesure que nous allons avancer parce que je sais que j'ai dit beaucoup de choses ici. Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ce processus-là, allez-y, je vous écoute. N'importe quelle question, je suis prêt. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. OK? Donc, il n'y a pas de questions? Ben, je vais poser une question. Oui, allez-y. Concernant chaque étape, est-ce qu'il y a des coûts qui sont reliés à toutes les étapes? Est-ce qu'il y a moyen d'économiser sur ces coûts-là? À quel niveau? Ben, je ne sais pas. Est-ce que j'ai besoin de payer pour régler la carte de crédit? Est-ce que j'ai besoin de payer pour avoir ma prolongation hypothécaire? Est-ce qu'il y a moyen de C'est une très belle question. Très belle question. Je dirais que non. Je dirais que dans le processus ici, là, le seul endroit où est-ce que vous allez devoir débourser de l'argent, littéralement que vous allez devoir, ça va vous coûter de l'argent, c'est avec le notaire, okay? Avec l'inspecteur et le notaire. C'est les 2 derniers professionnels qui vont faire dans le processus. Mais dans le processus, le courtier hypothécaire, c'est pas vous qui le payez.
Le courtier hypothécaire, lui, il va vous donner la préqualification, étant donné qu'il y a plus de 150 produits hypothécaires sur le marché. Lui, il va pouvoir vous placer avec la bonne institution financière, selon votre dossier. Donc, des fois, je peux vous donner un exemple. Avec votre revenu maintenant, ça se peut que vous alliez vers la banque X, puis pour la banque X, vous passez à 350 000. Mais il y a la banque B qui va prendre les allocations familiales comme du revenu. Ce n'est pas toutes les institutions financières qui considèrent les allocations familiales comme un revenu. Donc, dans ce cas-ci, ça se peut que maintenant, au lieu de passer pour 350 000, vous allez pouvoir passer à 420 000 parce que on prend en considération vos revenus, les revenus des allocations familiales que vous recevez. Donc, selon la banque, maintenant, le courtier hypothécaire va voir c'est où qui peut aller chercher la plus grosse qualification en fonction des critères que vous avez. Donc là, maintenant, c'est pour vous montrer à quel point que le courtier hypothécaire peut faire la différence. Un courtier hypothécaire peut faire la différence de si vous achetez une maison à 300 000, vous êtes éligible pour 300 000 ou vous êtes éligible pour 400 000. Donc, dans ce processus-là, ce n'est pas vous qui allez payer le courtier hypothécaire, c'est vraiment l'institution financière. Où est-ce qu'il va vous placer? Cette institution, c'est un client qu'on lui amène, l'institution financière paye le courtier hypothécaire. Le courtier immobilier, ce n'est pas vous qui le payez, c'est le vendeur qui paye le courtier immobilier. Donc, dans ce cas-ci, vous, l'acheteur, vous n'avez pas à payer le courtier immobilier, c'est le vendeur au moment de faire la transaction parce qu'on lui a permis de vendre sa transaction qui va payer la commission du courtier immobilier. Ça ne vous coûte absolument rien. Le conseiller financier, vous n'avez jamais à payer quoi que ce soit au conseiller financier. De grâce, je vois encore des gens qui tombent sur des gourous qui leur disent que « je vais pouvoir t'arranger ton bureau de crédit, j'ai un contact, OK, à Equifax. » Oh my God, cauchemar. Donnez-moi 3 000 $ là, j'ai un contact à l'intérieur, il va pouvoir changer votre bureau de crédit, OK? Quelqu'un vous dit ça là, vous appelez l'AMF, vous le dénoncez, c'est un fraudeur, OK? Ça n'existe pas, OK? Des gens qui vont vous dire, mais faites-moi un chèque là de 3 000, de 2 000 $, je vais pouvoir vous arranger ça là. Ça n'existe pas. Ne tombez pas dans le piège. Vous allez vous faire avoir. Je vous dis littéralement, vous dénoncez cette personne, c'est littéralement si cette personne est en train de vous frauder. Fait que dans le processus, là, je dois vous dire, là, il n'y a pas de solution miracle, OK? C'est un travail qui se fait sur le temps, OK? Donc, si vous voulez accélérer le processus et que vous voulez aller voir des gourous là, qui vont vous dire, qui vont vous donner leurs 5 000 $, ils vont vous annoncer des choses. La seule chose que je vous dis, vous avez toujours le choix de donner les 5 000 $. Vous allez toujours devoir donner les 3 500 $. Mais je vous garantis, après que vous ayez donné un chèque, vous n'allez plus ouvrir ce professionnel. OK? Fait qu'il y a encore des gens dans l'industrie encore qui font ça. Fait que moi, je dois vous donner l'heure juste. C'est des mises en garde que je vous donne. Ne tombez pas dans ce piège-là. OK? Ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est pas vrai. Il n'y a pas des gens qui ont des contacts à Equifax qui va vous arranger votre bureau de crédit à TransUnion. Ça n'existe pas. OK? Fait que, oubliez ça, là, ça n'existe pas. OK? Vous devez des gens qui vont vous dire, moi, je vois des gens encore là qui disent, j'ai un contact là. Je vais pouvoir vous donner une lettre d'emploi. OK, oui, c'est vrai. Ça peut-être va vous aider à acheter la propriété. On va vous donner une fausse lettre d'emploi pour dire que vous gagnez. Il va vous donner une lettre d'emploi pour dire que vous gagnez 100 000. OK, fine. Mais vous êtes d'accord que vous ne gagnez pas 100 000 $ là? Votre déclaration d'impôt, là, quand vous le faites, là, tout le monde sait c'est quoi vous gagnez quand vous allez devoir donner votre T4. Mais votre T4, là, ne matche pas, là. Qu'est-ce que vous donnez avec comme revenu, là, à un moment donné? Moi, je vois des gens qui font encore de la fraude, qui vont créer des faux T4. OK? On crée des faux T4. Les gens payent 3 500 $, 4 000 $ pour avoir des T4 qu'on va gonfler leur chiffre dedans pour qu'ils puissent acheter leur maison. Donc, on gonfle le revenu que tu n'as pas pour t'acheter une maison au départ, tu n'es pas éligible. C'est tôt ou tard, cette personne va perdre sa maison parce qu'à un moment donné, les revenus ne sont pas là. Donc, c'est tellement une grosse décision qu'on prend quand on achète une maison. Financièrement parlant, il y a un coût qui vient avec. Ça ne vaut pas la peine de faire cette fraude-là. À un moment donné, là, ça va finir par vous retomber sur la tête. Parce que vous fraudez un avis de cotisation, là. Le gouvernement, tôt ou tard, là, tout est inscrit à quelque part. Quand ça va vous tomber dessus, là, la personne là, qui vous a donné le faux T4, la personne ne sera plus dans le décor. Mais c'est vous qui allez vous ramasser tout seul avec les problèmes. Ça n'en vaut pas la chandelle. De grâce à, ne tombez pas dans ce piège-là. Okay? Ne prenez pas des petits raccourcis là. Il n'y a pas de raccourci possible. Okay? Ça va vous tomber dessus tôt ou tard au moment donné. C'est une petite mise en garde et je suis bien content pour la question parce que ça m'a permis aussi d'adresser aussi certains points dont je n'avais pas parlé. Donc, c'est ça. Mais dans ce cas-ci, le notaire et l'inspecteur, c'est les seuls professionnels à qui vraiment vous allez devoir payer parce que l'inspecteur, lui, fait un travail sur place. Le notaire fait un travail sur place. Le conseiller financier, lui, sera là avec vous toute votre vie.
Fait que dans ce cas-ci, vous n'avez pas à lui payer quoi que ce soit pour faire ça. Ça fait partie de son mandat. Il va vous accompagner dedans. Le courtier hypothécaire, lui, c'est l'institution financière qui paye. Et le courtier immobilier, c'est le vendeur qui le paye à travers sa bannière avec qui il fait affaire. S'il fait affaire avec Remax, lui, Remax vous perçoit ce montant-là, paye le courtier hypothécaire, son pourcentage à lui, c'est réglé, on passe à autre chose. D'accord? Et est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, merci. Oui, OK. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Avant de continuer? Ah, OK. Bon, vous êtes sage. Bon, parfait. Généralement, on me pose beaucoup plus de questions. Parfait. Donc, on va passer à la prochaine étape. Et puis, s'il y a une question, n'hésitez pas, faites-le moi savoir. Donc là, maintenant, la question, c'est que maintenant, je vais m'acheter ma maison. Mon investissement initial, combien me faudrait-il d'argent maintenant pour m'acheter une propriété? Et c'est là que maintenant, l'exercice que nous allons faire va demander votre participation. Je vais vous demander de sortir vos feuilles de papier, faire les calculs. Moi, je vais prendre un exemple typique. Là, je vais prendre, on va dire, le prix d'une maison au Québec en moyenne est autour de 500 000. OK? Donc, si pour vous, votre objectif, c'est d'acheter une maison à un prix qui est plus bas, faites-le avec votre calcul. Moi, je vais faire l'exercice avec 500 000. Et maintenant, vous allez pouvoir faire vos propres calculs. Je vais vous montrer où je suis maintenant. Vous allez pouvoir faire les calculs en fonction de qu'est-ce que vous visez vous-même. Mais moi, tous les chiffres que je vais donner, je vais les baser sur 500 000. Puis vous allez pouvoir vous regarder pour vous-même. OK? Donc, l'idée en arrière de ça maintenant, on va commencer. Combien vous faudrait-il d'argent maintenant pour acheter une maison? Et la prochaine étape que nous allons faire, on va aller passer en revue toutes les dépenses inimaginables qui peuvent survenir avec le processus d'achat de la maison. Et c'est pour ça qu'on parle du programme Clé en main. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise dans le programme Clé en main. On va vous donner ça comme clé en main, sans tracas, sans souci. On prévoit tout au complet. Maintenant, dans le processus de la mise de fonds, maintenant, on sait que légalement parlant, on est censé donner 20% pour la mise de fonds. OK? Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la SCHL, la Société canadienne d'habitation et logement, qui vient, dans ce cas-ci, c'est une instance gouvernementale qui vient se porter garant des gens pour dire aux institutions financières, bon, on sait que normalement, on devrait donner 20%, mais nous, on se porte garant, fait que le client peut donner 5% seulement, qui est la différence, nous, on va se porter garant pour les 15% supplémentaires. Donc, pour la différence de 15%. Donc, dans ce cas-ci, mais ce 15% supplémentaire, c'est pas gratuitement que le gouvernement le fait. Il y a un montant d'argent qui vient avec, ça coûte de l'argent, bien entendu, mais au moins, ça vous permet d'avoir seulement les 5% pour acheter une première maison, sans avoir à donner comme les 20% requis. Sans quoi, ça serait très difficile, encore plus difficile que ça ne l'est déjà, pour que les gens puissent acquérir une propriété. Et le gouvernement, dans son souci de faire rouler l'économie, excusez-moi, se dit, OK, on va financer la mise de fonds pour les clients en contrepartie de quelque chose. Donc, on va regarder tout ça. Donc, c'est ça qui fait que, pour ça, parce que l'immobilier dans le marché canadien, étant donné qu'on a une petite économie, on n'est pas une économie qui est très diversifiée, mais l'achat des propriétés dans le marché, c'est une partie qui fait rouler l'économie, dans le sens que faire rouler les Rona, les Home Depot de ce monde, les rénovations qui se font, des propriétés qui s'achètent, les taxes qu'on paye, surtout pour les villes, là, les municipalités. Les taxes, c'est le nerf de la guerre pour eux. Mais dans ce cas-ci, pour permettre à faire rouler cette économie-là, le gouvernement a dit on va faciliter l'accession à la propriété. Les gens n'ont pas à donner 20%, on va leur permettre de donner 5%, mais nous, on va venir sécuriser les 15% auprès des institutions financières. Donc, dans ce cas-ci, c'est un petit peu ça. Dans ce cas-ci, je vous dirais que la mise de fonds représente en réalité 1,5%, on va parler des frais de démarrage du coût de la propriété. OK? Ça veut dire que vous achetez une maison, admettons, 500 000. Il faudrait prévoir, admettons, en tout et partout, en dehors de la mise de fonds, admettons, qui des 20%, etc. On va calculer le tout, on va vous démontrer tout ça. Donc, maintenant, si on veut regarder un exemple concret, OK, de qu'est-ce que fait, comme par exemple la SCHL, maintenant, la taxe de la SCHL ici, ça représente 9% de la prime que la SCHL va vous charger pour couvrir les 15% que le gouvernement vous charge. Donc, dans ce cas-ci, c'est un chèque que vous amenez chez le notaire. Et on voit des fois des gens qui arrivent là, on ne leur avait pas dit, ah, quel notaire, mais il est où le chèque, là, comme ça? Oh, je ne savais pas. Oh my God, je n'avais pas prévu ça. La personne avait juste ramassé les 5% pour la mise de fonds en pensant qu'elle n'aurait pas eu de dépenses. Mais quand le notaire lui parle de ça, ah, la personne est surprise. Ah, je n'avais pas prévu ça. Ah, je n'avais pas l'argent pour ça. Mais il y a bien d'autres dépenses aussi qui vont arriver que vous n'avez pas anticipées. C'est pour ça qu'on fait ce programme-là, justement,
pour vous donner l'heure juste et vous aider à prendre toutes les décisions. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer ici. On va aller sur le site de la SCHL directement. OK? Ça va vous permettre d'avoir une très bonne idée de comment ça se passe le processus d'achat d'une propriété. Maintenant, disons qu'on va dire que quelqu'un qui s'achète une propriété de 500 000. OK? Permettez-moi juste quelque chose. On va dire autoriser cette fois seulement. Je vais rabaisser cette page-là. On va mettre quelqu'un qui met 500 000, qui veut s'acheter une maison de 500 000. Vous allez voir l'impact, admettons, les meilleurs taux, admettons, du moment, c'est autour de 3,95, variable 5 ans, au taux fixe, maintenant 5,84. Ça, c'est les taux à peu près, les meilleurs taux sur le marché actuellement. Okay? Donc, ça vous donne déjà une idée. Donc là, maintenant, disons qu'on va dire ici, on arrive ici. OK? Alors, il me semble qu'il me manque les 20% ici. Est-ce que je vais voir si j'agrandis ma page? Est-ce que ça va me donner? Ou est-ce que ça va le rester? Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Donc, là maintenant, je mets mon 500 000 ici. En temps normal, légalement parlant, j'aurais dû donner 20%. OK? Vous voyez l'exercice ici? J'aurais dû donner, pour m'acheter une maison de 500 000, il aurait fallu que je donne 100 000 $ de mise de fonds pour pouvoir m'acheter. Ici, vous voyez, il n'y a pas de prime de SCHL parce que, étant donné que vous avez respecté le montant légal que vous auriez dû donner, le gouvernement ne va pas vous financer, ça ne vous coûte absolument rien. Donc, en contrepartie, maintenant, pour acheter les maisons à 500 000, vous donnez les 5%, mais les 5% représentent 25 000 $ au lieu de 100 000 $. Donc, techniquement parlant, vous faites quand même une économie de 75 000 $ pour l'achat de la maison, ce qui rendrait l'achat de la maison un peu plus compliqué pour l'acheter. Donc, dans ce cas-ci, ça fait que accéder à une propriété devient plus facile dans ce cas-ci avec 25 000 $ de mise de fonds. Maintenant, regardez qu'est-ce que la SCHL fait. Si vous regardez le prix financier, ça c'est le montant de votre prêt après que vous ayez donné les 5%, vous allez voir, le montant ici n'est pas à 475 000. Le montant ici est à 494 000. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi j'ai donné 5%? Comment ça se fait que j'ai donné 5%, j'ai donné 25 000, mais le montant n'a pas été réduit de 25 000? C'est ici à cause de l'assurance prêt hypothécaire de la SCHL qui vient garantir le prêt. Et si on regarde ici, j'ai mis un petit onglet pour que vous voyez, l'assurance prêt hypothécaire généralement offerte par la SCHL protège le prêteur dans le cas où le propriétaire responsable de l'hypothèque n'est plus en mesure d'effectuer ses versements hypothécaires. Cette assurance prêt est obligatoire pour toutes les hypothèques où une mise de fonds inférieure à 20% de la valeur de la propriété a été versée. L'assurance prêt représente un pourcentage du montant de l'hypothèque. Donc, c'est pour cela, quand vous voyez, le gouvernement va dire que vous auriez dû donner 100 000 $, je vous permets de donner 25%, moi, je me porte garant des 75 000 restants, mais pour cela, la prime de SCHL va vous coûter 19 000. Donc, quand vous avez donné votre 20%, votre 5%, mais il y a une partie de cet argent-là qui a été absorbée par les frais de SCHL et c'est la petite différence qui reste dans les 25 000. Donc, quand vous faites 25 moins 19 000, il vous reste littéralement à peu près 6 000 $, c'est ça? Donc, en réalité, votre prêt a baissé de 6 000 $ en réalité parce qu'à cause de la prime SCHL qui est venue bouffer une partie de cet argent. Mais au moins, ça vous permet d'acheter votre propriété. Donc, dans ce cas-ci, le montant des 9% dont je vous ai parlé antérieurement, ça représente 9% de 19 000. Donc, maintenant, pour quelqu'un qui fait les calculs, on va dire, on va mettre 25 000 plus, on va ajouter 9% de 19 000. 9% de 19 000, ça vous donne combien? Ça donne combien? 9% de 19 000. C'est à peu près 2100 $. 2100 $. OK, parfait. Donc, on va ajouter 2100 $ à la fin. On va ajouter 25 000 plus 2100 $. OK? 9% ici, 9% de la prime SCHL. C'est le 9% qu'on doit amener chez le notaire. Ça, c'est un chèque qu'on amène chez le notaire. Maintenant, il y a la taxe de mutation qui est communément appelée la taxe de bienvenue. Alors, les gens me disent, oh, mais comment m'accueille avec une taxe de bienvenue, me dit la bienvenue dans ma maison avec une taxe. Non, c'est pas ça du tout. Le vrai terme, le vrai mot, c'est la taxe de mutation.
la taxe de bienvenue, ça porte le nom de celui qui avait créé cette taxe, qui est Monsieur Bienvenu. Donc, on a appelé la taxe après lui. Mais le vrai terme, le vrai mot légal connu, c'est la taxe de mutation. La taxe de mutation, c'est une taxe qui fait qu'on parle de mutation, on change de propriété, la propriété change de main. Et autant de fois que la propriété va changer de main, le gouvernement va toujours charger la taxe de mutation. À moins que la propriété, vous ayez acheté la propriété de vos parents. Et si c'est un membre de la famille, vous avez acheté ça, admettons, étant donné que la maison était déjà dans le patrimoine familial, dans ce cas-ci, ou j'achète la maison de mon conjoint, de ma conjointe, bien entendu, en cas de séparation ou peu importe, là, ou du moins, on n'est pas séparés, mais ma conjointe avait hérité d'une maison, puis là, maintenant, elle veut se départir. Moi, je dis, OK, j'aimerais ça bien l'acheter. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-ci, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe, c'est mon père et ma mère, mes enfants achètent ma maison, pas de problème. On n'a pas appelé la taxe de mutation. Ou du moins aussi, pour les nouvelles constructions aussi. Donc, si vous faites construire une maison neuve, dans ce cas-ci, vous n'avez pas à payer la taxe de mutation parce qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Donc, dans ce cas-ci, une nouvelle construction, il n'y a pas la taxe de mutation. Maintenant, la taxe de mutation, maintenant, va varier d'une municipalité à l'autre. OK? Donc, c'est pour ça que l'agent immobilier aussi, quand il va acheter la maison, va vous aider à trouver votre maison, il va regarder aussi tout ça aussi. Parce que dépendamment de quelle municipalité, ça peut coûter extrêmement cher aussi aller avec la taxe de mutation. Bien entendu, sur l'île de Montréal et communément dans la majorité, admettons, des choses. Donc, généralement, la première tranche de 500 000, ça va vous coûter à peu près 1% de 500 000. En réalité, dépendamment de certaines municipalités aussi, il y a certains paliers. Certains paliers qui vont dire de 0,5% de 0 à 350 000, ça va vous coûter 0,5%. De 350 000 à 500 000, ça va vous coûter comme par exemple 1%. Donc, généralement, dans la plupart des municipalités, c'est comme ça. On va dire que de 0 à 350 000, ça fait 0,5% de ce montant-là. Et puis, par la suite, de 350 000 à 500 000, ça va vous coûter 1%. Vous voyez? Et maintenant, tout ce qui dépasse 500 000 maintenant, il y a une échelle qui varie selon la municipalité. Donc, certaines municipalités, on peut aller jusqu'à 3,5% de la valeur la plus élevée de votre hypothèque. Pour quelqu'un qui s'achète une maison à 1 million, la personne peut se retrouver avec une facture très salée, une maison à 750 000, peut retrouver, dépendamment des municipalités, ou est-ce que la dernière tranche, admettons, va être à 3,5%, généralement. Et quand on fait la combinaison de tous les paliers, maintenant, ça peut donner un montant X. Généralement, une maison, genre à 1 million, la personne va avoir pratiquement 10 000 $ de taxes de bienvenue à payer pour la maison. Okay? Quelqu'un qui est à 750 000, dépendamment des municipalités, va plus être autour, admettons, de 7 000 et quelques dollars et plus en montant à payer. Donc, dans ce cas-ci, si on fait le calcul ici, pour la taxe de mutation, on va dire 1% du 500 000. 1% du 500 000, ça nous vient à combien? On va juste faire un chiffre rond sans aller calculer les paliers. Ça fait combien ici? 1% du 500 000? Ça fait 5 000, c'est ça? Oui. OK, 5 000. Donc, on va ajouter 5 000 à la liste. Mais en réalité, ça va être légèrement plus bas que 5 000 parce que de 0 à 350 000, ça coûte un certain montant. Mais pour l'exercice, on aime mieux avoir un petit peu plus d'argent de côté que de ne pas en avoir. Donc, on va laisser le montant à 5 000. OK? Mais généralement, ça va être plus autour de 3 500 à peu près comme ça. Mais on va mettre à 5 000, OK, pour faire un chiffron. Donc, la taxe de mutation, ça, c'est une fois que vous achetez la propriété, vous avez passé chez le notaire, on vous reçoit, vous entrez dans votre maison. Pendant que vous êtes en train de vous installer, vous allez recevoir une belle petite enveloppe par la poste qui va vous demander de payer votre taxe de bienvenue. OK? La taxe de bienvenue, on ne niaise pas avec ça en passant. La ville peut venir saisir la maison si on ne paye pas cette taxe dans un délai raisonnable. Généralement, vous recevez la taxe, ils vont vous permettre de faire en 2 versements. Mais vraiment 2 versements. OK? Puis si vous ne le faites pas dans un délai raisonnable, ça se peut que vous voyez que votre maison a été mise aux enchères, vente aux enchères. OK? Fait que vous ne niaisez pas avec cette taxe-là, vous la payez le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'il faut anticiper, il faut prévoir le coût d'avoir l'argent là déjà avant même que vous entrez dans la maison. Parce que si c'est après coup, vous allez le faire, vous avez toutes les dépenses qui viennent avec la maison. Si l'argent n'est pas là, ça se peut que vous allez vous mettre dans le boudin. C'est pour ça qu'on prépare ça dans le processus d'achat clé en main. On s'assure que vous allez avoir tout l'argent nécessaire pour faire toutes les étapes de l'achat de la maison sans surprise. Maintenant, après ça, il y a l'inspecteur en bâtiment que je vous ai dit, qui est très important. C'est lui qui va vraiment aller chercher les vis dans la maison. Si la maison a des problèmes structurels, un problème important, est-ce qu'il y a des moisissures,
est-ce que la maison est bien isolée, etc., etc. Donc, l'inspecteur peut vous aider aussi à négocier le prix de la maison aussi plus bas, au plus bas prix aussi, le pourquoi. S'il y a des réparations importantes à faire ou des choses qui doivent être changées, là, maintenant, vous pouvez négocier avec le propriétaire, le vendeur pour lui dire, regarde, moi, j'achète la propriété, là, mais vous allez devoir baisser parce que là, ça va me coûter tant pour faire tel travaux. C'est ou bien vous faites tel travaux avant, on garde le prix est tel quel, ou du moins, vous baissez le prix, vous baissez le prix et moi-même, je ferai les rénovations. Personnellement, c'est à moins que vous vous y connaissez, vous avez des gens, vous connaissez qui font un travail très bien, qui peuvent vous donner un travail impeccable. Généralement, je préfère que le propriétaire le fasse. Il me donne la preuve à l'appui, bien entendu, avec facture à l'appui, que le travail a été fait. À partir de ce moment-là, on va aller de l'avant avec la transaction. Au lieu que vous vous retrouviez, parce qu'à faire des rénovations, la plupart du temps, les gens qui sont en construction comprennent très bien ça, mais il y a toujours des dépassements de coûts, parce qu'en démolissant quelque chose, vous remarquez qu'il y a telle chose. Une fois que vous l'avez vu, vous devez le réparer. Donc, dans ce cas-ci. Fait qu'il n'y a pas le choix. Elle va dire, madame, là, je ne peux pas vous fermer les murs, là, parce que là, maintenant, la plomberie, là, c'est fini. Fait que, je l'ai vu, là, je ne peux pas faire, on va devoir remplacer ça. Fait que, tu n'avais pas prévu un travail de plomberie, la facture va s'augmenter rapidement. Donc, généralement, je préfère que le propriétaire qui est là, le vendeur fasse ses travaux directement. Donc, ça, c'est une petite parenthèse que je vous fais. Maintenant, après ça, maintenant, l'inspecteur en bâtiment, dépendamment du prix, la grosseur de la propriété, bon, est-ce qu'il doit monter sur le toit? Maintenant, bon, de moins en moins, les inspecteurs montent sur les toits. Maintenant, ils utilisent des drones, là, mettons, là, pour bien cartographier. Ils vont regarder, admettons, le toit de la maison, etc., etc., des trucs comme ça. Ils vont regarder la fondation, ils vont aller dans la cour pour voir est-ce qu'il n'y a pas des infiltrations d'eau, etc., etc. Donc, généralement, dépendamment de la superficie de la maison, ben, ça va coûter entre 750 et 1000 $. Je dirais que maintenant, la moyenne nationale est autour de 1000 $. Il y a encore des inspections qui sont en bas de 1000 $, dépendamment de la position de la propriété. Mais je vous dirais, on va prévoir 1000 $. On va ajouter 1000 $ à la facture pour l'achat de la propriété. Et par la suite, maintenant, il va y avoir le notaire, maintenant, qui rentre en ligne de compte. Mais le notaire, lui, maintenant, ça va varier vraiment entre 1000 et 2000 $. Je vous dirais que le prix moyen tourne plus autour de 1500 $. Si vous êtes à Montréal, là, c'est pratiquement Montréal et l'environ, il faut prévoir à peu près 2000 $ pour l'achat. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus en région, etc., on peut encore avoir des notaires encore, mais généralement, ils se sont mis d'accord sur les prix dans l'industrie. Donc, ils s'entendent là-dessus. Bon, à moins que ce soit un ami de la famille, puis bon, il veut vous accommoder, bon, il peut vous faire un prix X, mais ça m'étonne, généralement qu'il le fasse. Ça va être plus autour de 1500 et 2000. Moi, je vous dirais que attendez-vous plus à 2000 $ que n'importe quoi d'autre. OK, dans ce cas-ci. Mais je vous dirais que cette facture-là, je vais vous donner un petit truc aussi. Bon, les courtiers immobiliers n'aiment pas ça quand je dis ça, là, généralement, là. Ils n'aiment pas ça quand je dis ça, mais je leur dis, mais regarde, vous n'êtes pas obligé de payer le notaire. Le courtier immobilier, vous pouvez dire que moi, j'achète la maison avec toi. Je fais le deal avec toi, mais à condition que c'est toi qui payes le notaire. Et que généralement, un courtier immobilier qui est vite, qui comprend, qui sait calculer, va comprendre que c'est dans son intérêt de payer le notaire pour vous. Dans ce cas-ci, ça, c'est un petit montant qui vous fait économiser dans ce cas-ci. Vous pouvez négocier ça avec le courtier immobilier, lui demander de payer le frais notarié parce que lui, il va faire quand même une belle petite commission quand même sur la transaction quand même. Même si c'est pas vous qui le payez, mais quand même, la petite commission qu'il va faire est quand même importante. Donc, généralement, moi, je vais demander à mes courtiers immobiliers de payer ça pour le client. OK? Fait que ça, c'est à vous de décider de négocier avec votre courtier immobilier avant même de signer le contrat. Et puis, par la suite, maintenant, il va y avoir les balances de taxes et autres frais à restituer à l'achat. Excusez-moi, il y a une petite faute ici, à l'achat. Donc, dans ce cas-ci, je vous dirais, c'est quoi ces frais-là, c'est quoi ces taxes-là? Bien entendu, je vous donne un exemple. Moi, généralement, je paye mes taxes une fois par année. OK, on m'envoie la facture, j'accélère pour toute l'année au complet. Au lieu de payer ça en 2 temps, je fais ça au complet. Donc, là, maintenant, disons que moi, j'ai déjà accéléré mes taxes depuis le mois de mars. Là, maintenant, je vends ma propriété, je ne sais pas, au mois de juillet. Bien là, le propriétaire qui va rentrer dans la maison va devoir me rembourser les taxes que j'ai déjà payées. Parce que la ville ne va plus lui envoyer une taxe, parce que la taxe n'est pas codée à quelqu'un, la taxe est codée à la propriété. Étant donné que les taxes sur la propriété est venue, moi là, si je ne demande pas au nouveau acheteur de me rembourser cette taxe, mais la taxe est payée, c'est comme si je viens de lui donner de l'argent. Donc, dans ce cas-ci, le notaire va déjà calculer le montant au prorata en fonction du nombre de mois qui reste, va vous demander de restituer le montant de la taxe et la personne avait déjà payé les taxes pour l'année, la taxe scolaire et la taxe municipale. Il va avoir aussi des fois aussi la personne a fait a rempli le réservoir, okay, d'essence, okay, de gaz, au gaz. Les maisons qui sont chauffées au gaz, ok, ou qui chauffent au mazout, ok. Bon, peu importe la façon. Bon, dans ce cas-ci, il avait déjà rempli le réservoir.
mais dans ce cas-ci, il va pas utiliser l'essence, le plein qu'il a fait, mais dans ce cas-ci, il va vous monter la facture, il va vous demander de rembourser ce montant chez le notaire. Donc, c'est comprenable, ça fait du sens aussi. C'est, disons, que des gens qui vont acheter des condominiums. Donc, déjà, on avait prévu de remplacer toutes les fenêtres, admettons, de l'immeuble. Tous les copropriétaires doivent donner un certain montant. Vous avez déjà déboursé le montant pour la réparation pour remplacer les vitres. Il va de soi que la personne ne sera plus là dans la propriété au moment que les fenêtres vont être changées. Donc, dans ce cas-ci, bon, vous allez devoir lui restituer ce montant-là chez le notaire. Ou du moins, bon, on avait prévu de refaire le stationnement pour tous les colocataires. Il a déjà versé son montant. Les réparations ne sont pas encore faites. Donc, dans ce cas-ci, la personne ne bénéficiera pas de la valeur ajoutée que l'achetage va faire. Vous allez devoir le rembourser ce montant-là. Ou la personne avait déjà payé ses frais de condo pour l'année au complet ou pour le mois déjà en cours. Vous allez devoir le restituer. Donc, il va toujours avoir un certain montant que vous allez devoir rembourser chez le notaire, avec un chèque pour compenser le vendeur qui sera l'ancien propriétaire bientôt. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai mis un montant de 3 500 $ en moyenne, comme ça, autour. Bon, ça peut être légèrement plus petit, ça peut être un peu plus élevé, mais je vous dirais que la moyenne, on va tourner autour de 3 500, 4 000 $ à peu près. Bon, on va le laisser à 3 500 $ ici, à ce niveau-là ici, étant donné qu'on a déjà gonflé un petit peu la facture au niveau de la taxe, au niveau pas la taxe, on a déjà amplifié la facture au niveau de la taxe de bienvenue, la taxe de mutation. On a déjà un petit peu gonflé la facture un petit peu partout. Donc, on va laisser ce montant à 3 500 $ ici, pas obligé de l'arrondir à 4 000 $. Donc, après ça, maintenant, bon, le calcul du paiement de l'hypothèque, ça sert à rien de le faire parce que ça, c'est vraiment du cas par cas. On va regarder ça vraiment en fonction du prix de la maison qu'on achète. Donc, pour savoir, mettons, toutes les dépenses inimaginables, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. On peut déjà savoir, si j'achète une maison à 500 000, avec l'Internet, avec tout ce qui va venir pour la maison, combien ça va me coûter par mois, OK? Donc, ça, c'est un calcul qu'on pourra faire avec vous ultérieurement. Et maintenant, pour le déménagement maintenant, dépendamment maintenant, est-ce que je vais prendre un camion de déménagement? Mais généralement, oui, il y a les gros items, là, généralement, là, qu'on ne veut pas porter, surtout les gens qui ont des gros lits avec un très massif. On ne veut pas endommager tout ça. Et déjà, si c'est des meubles qu'on avait achetés qui coûtent cher, mais généralement, c'est mieux de faire affaire avec une compagnie. Généralement, on va faire affaire. Les petits items, on va les prendre, mais généralement, les gros items, on va faire un voyage pour transporter ça. Donc, il faut prévoir entre 1 500 et 3 000 $ pour le déménagement. Bien entendu, ça dépend toujours de la distance à parcourir aussi. Si vous habitez à Montréal maintenant, puis vous déménagez à Saint-Jérôme, mais dans ce cas-ci, mais c'est sûr et certain, c'est par kilométrage qu'ils vont regarder ça. Donc, dans ce cas-ci, ça va coûter un petit peu plus cher. Donc, mais si vous achetez pas trop loin, mais dans ce cas-ci, ou du moins, vous n'avez pas beaucoup de meubles à transporter, des fois, des amis peuvent venir vous donner un coup de main, vous allez louer un camion U-Haul. Donc, dans ce cas-ci, vous donnez la pizza, etc., pour toutes ces dépenses-là aussi. Donc, il faut prévoir entre 1 500 et 3 000 $ que moi, je mets déjà dans les frais de démarrage de 1,7%, mais en total, disons qu'on va chercher une médium là pour faire un calcul plus une moyenne. On va mettre ça à 2 000 $. On va ajouter 2 000 $ à la facture finale. Ça, c'est un petit peu les dépenses que vous allez devoir prévoir pour l'achat de la maison. Maintenant, avec tous les calculs qu'on a fait, pour l'achat d'une maison de 500 000, combien ça coûte en réalité avec toutes les dépenses? La mise de fonds, la taxe de bienvenue, les frais de SCHL, le notaire, le notaire ne calcule pas parce que l'agent immobilier va le payer, les balances de taxes, etc. C'est quoi le total que vous avez trouvé? Donc, c'est autour de 41 000 $. Combien? 41 000 $. OK, une quarantaine de mille de dollars. OK. Donc, ça veut dire que pour moi, je vous dirais que si vous avez trouvé à peu près 40 000 et quelque chose, donc dans ce cas-ci, on fait un chiffron, on met ça à 45 000. OK? Bon, bien entendu, parce que quand on achète une maison, on a toujours des mobiliers, des fois qu'on veut changer. Le frigo qu'on a acheté était tout petit là à la maison. Voilà, maintenant, on a un espace qui peut prendre 2. On peut pas mettre un petit frigo à l'intérieur, ça va faire laid. Donc, on va vouloir peut-être changer le mobilier. Donc, des fois, vous arrivez dans les achats de la maison, ça c'est si vous avez un bon vendeur. Les électroménagers sont en très bon état. Généralement, ils peuvent négocier dans le coût de la maison. Vous dire, ah, mais regarde, j'aime ça. Est-ce que j'aime ça garder mon mobilier? Parce que là, le four est au gaz, et puis c'est un très bon four. Allez acheter un nouveau four, etc. Donc, des fois, les vendeurs qui sont là sont motivés. Ils laissent les mobiliers, puis ils vont faire un petit entente avec vous là pour acheter les mobiliers. Des fois, ça revient beaucoup moins cher que d'aller acheter de nouveaux mobiliers. Les plafonds sont très hauts.
remplacer, mettre des rideaux là-dedans, ça coûte extrêmement cher. Puis les rideaux sont déjà installés. Des fois, vous demandez aux vendeurs de vous les laisser, puis vous faites un prix avec, vous les achetez. Donc, c'est pour ça que généralement, moi, je vais dire que si vous avez trouvé 40 000, 41 000, mais on va mettre autour de 45 000, 46 000, admettons. Puis des fois, il y a la peinture que vous voulez changer. Vous n'aimez pas les couleurs que l'autre propriétaire avait, etc., etc. Bon, des fois, bon, les enfants étaient dans une même chambre. Maintenant, chaque enfant va avoir sa chambre. Peut-être qu'il va avoir des petits mobiliers de chambre à acheter pour additionner, etc., etc. Donc, généralement, on prévoit un 5 000 $ de plus dans le calcul pour prévoir toutes ces dépenses qui peuvent arriver avec l'achat de la maison. Donc, maintenant, c'est ça. On va dire autour de 45 000 46 000 $ qu'il faut prévoir dans ce cas-ci pour l'achat de la propriété. Donc, à cette étape-là, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout était clair? Je pense que j'ai pris le temps d'aller vraiment en détail dans chaque point. Ça va? Bon, OK, parfait. Maintenant, on va dire que le diable est dans les détails. Maintenant, ah mon Dieu, ça, l'achat de la maison, c'est une chose. Trouver maintenant la maison, trouver le financement maintenant. Comment je fais maintenant pour ramasser les 45 000, 46 000 $ qu'il me faut? Et c'est là que moi, maintenant, notre travail à nous, là, on intervient, mettons, comme conseiller en sécurité financière, pour vous dire qu'on est capable d'aller chercher littéralement 50% de la mise de fonds avec des stratégies fiscales que nous allons mettre en place. Par exemple, tous les outils fiscaux qui nous sont disponibles, les CELIAP, les RIER, etc., il y a des façons de faire, parce que je rencontre des gens, oh, mais j'ai déjà un RIER. Ouais, OK, mais c'est ça, parfait, vous avez un RIER, mais est-ce que votre RIER, est-ce que vous l'avez utilisé de façon optimale pour vous aider à aller chercher le maximum que vous avez droit? L'avant, c'est déjà bien, mais est-ce que vous l'utilisez de la bonne façon? C'est ça la question. Souvent, moi, les gens me disent, oui, j'ai déjà touché. Je dis, oui, c'est parfait, vous l'avez, félicitations, c'est bien fait. Mais est-ce que vous l'optimisez? Est-ce que vous l'utilisez de la bonne façon pour aller chercher ce que vous avez besoin pour vous aider à aller chercher votre mise de fonds beaucoup plus rapidement? Donc, c'est ça maintenant, on va utiliser les outils qu'on a à notre disposition maintenant pour le faire. OK? Donc, il y a d'autres stratégies qu'on ne va pas entrer en détail aujourd'hui parce qu'il faudrait passer à revue tout ça, c'est trop long à expliquer maintenant. Mais c'est pour vous donner un cas pratique d'une situation, comment on peut aider les gens à devenir un propriétaire rapidement. Je vous donne un exemple concret. On va dire qu'un exemple va mieux expliquer le tout. Je vous donne un exemple d'une famille congolaise que j'avais rencontrée, c'était en 2016. Non, 2015. J'ai rencontré cette famille-là, OK? 2015. Quand j'ai rencontré cette famille-là, c'est quelqu'un qui me les avait référés pour autre chose, bien entendu. Bon, ils voulaient faire un régime épargne-études, mettre de l'argent de côté pour les études des enfants. Bon, ils venaient à peine d'avoir leur résidence. Ça ne faisait pas si longtemps qu'ils sont arrivés ici. Et puis, quand j'ai rencontré cette famille-là, puis je suis arrivé, j'ai vu, ils vivaient dans un petit 3,5. Bon, à l'époque, là, quand je me déplaçais, je me déplaçais, j'étais sur la route là, pour aller voir des clients. Donc là, maintenant, dans ce cas-ci, j'ai vu, ils habitaient dans un petit 3,5. Ils étaient 6 à habiter dans un 3,5. Donc, monsieur, madame, la mère de monsieur, et puis 3 enfants, dont un petit enfant bébé. Là, je suis rentré là, puis je me dis, c'est pas possible. Comment 6 personnes peuvent venir dans un petit 3,5? En passant, c'était un petit 3,5 en passant là. Puis alors, je suis là, je regardais ça, puis j'ai dit non. Mais ça m'a touché au plus profond de moi-même. Personne ne devrait vivre dans des conditions comme ça. Donc, ça fait pas de sens, on s'entend. Donc, on comprend aussi, c'est les nouveaux arrivants, ils viennent d'arriver, ils essaient de trouver le loyer le moins cher possible, là, bien entendu, le temps qu'ils s'installent ici. Donc, là, maintenant, quand j'ai parlé avec eux, j'ai dit, maintenant, OK, j'ai dit, vous savez, j'ai dit, je vais vous aider à vous trouver une maison, on va acheter une maison bientôt. Là, ils m'ont regardé, je m'appelle très bien de ça, madame qui part à rire, un beau éclat de rire. J'ai compris tout ça, je comprends là, j'ai regardé, j'étais très sérieux que j'ai regardé. Puis, j'ai regardé droit dans les yeux, puis j'étais là, j'étais très sérieux. Elle dit, vous êtes sérieux là? J'ai dit, pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'on blague avec des choses comme ça? Je dis, mais excusez-moi, je suis parti à rire parce que je ne vois pas comment on va faire ça. On vient d'arriver ici, on a à peine 2 ans et demi ici. Comment vous pensez que vous combattez? Je connais plein de monde, ça fait 10 ans qu'ils sont ici, plus que le temps, ils sont encore locataires. Puis comment vous pensez que moi, qui viens d'arriver, je vais pouvoir m'acheter une maison? J'ai dit, regardez, madame, moi, je vous regarde droit dans les yeux, ça, c'est la promesse que je vous fais. Vous allez sortir de votre 3,5 le plus rapidement possible. J'ai dit, est-ce que vous travaillez? Elle me dit, pas vraiment, elle travaille à temps partiel, elle est aux études, elle est à l'UQAM. Puis son mari travaillait. J'ai dit, OK, votre mari travaille, fait quoi? Mon mari est camionneur.
Bon, parfait. Donc, ça veut dire que si votre mari est camionneur, il fait quand même un bon revenu. Est-ce qu'il travaille à temps plein? Oui, je travaille à temps plein. J'ai dit, OK, il fait combien de revenus? À l'époque, en 2015, il faisait 70 000. Oh, OK. Donc, ça veut dire que vous êtes riche, vous pouvez vous acheter une maison. Il dit, avec 70 000. J'ai dit, oui, vous pouvez vous acheter une maison. Fait que j'ai dit, OK, je vais vous rencontrer, on va mettre en place un plan, une stratégie pour vous aider à acheter votre maison plus rapidement. La première année, on a mis en place une stratégie pour eux. On a été chercher à peu près 15 000 $ de retour d'impôt, etc. C'était un petit peu plus que 15 000. J'ai dit, OK, déjà là, on est déjà bien parti, mais entre-temps, vous allez mettre tant d'argent de côté par mois avec ça. J'ai dit, regarde, vous allez devoir vous serrer la ceinture un petit peu, mais dans ce cas-ci, je vais vous demander de votre côté de ramasser 10 000 $ de votre côté. Donc, on va faire ça sur 2 ans maximum, puis on va mettre le plan en place. On a mis un plan, une stratégie d'épargne pour eux en place. Puis j'ai dit, l'année d'après encore, on va aller maximiser pour aller chercher un autre plus gros retour d'impôt. Donc, l'année qu'ils devaient acheter, on a été chercher à peu près un retour d'impôt d'à peu près, parce que cette année-là, elle avait travaillé, la deuxième année, elle avait travaillé. Finalement, elle avait décidé d'aller sur le marché de l'emploi parce qu'elle voulait aider son mari un petit peu. Donc, elle est allée à l'université à temps partiel, puis elle s'est trouvée un travail. Donc, cette année-là, on a pu aller chercher pour les deux un retour d'impôt d'autour de 25 000. Donc, ça veut dire qu'on a été chercher 35 000, à peu près presque 40 000 $ de retour d'impôt, littéralement en intérieur de 2 ans. Donc là, maintenant, avec les 10 000 $ qu'ils ont mis de côté, là, ils avaient à peu près 50 000. Pour vous dire que finalement, on n'a pas attendu 2 ans, on a acheté la maison à l'intérieur d'1 an et demi. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est que non seulement qu'ils ont acheté, ils nous ont référé à d'autres amis. Ils étaient 4 amis à acheter dans le même secteur à Terrebonne, un petit peu plus haut, Terrebonne, entre Terrebonne et Blainville. On les a trouvé des belles maisons, belles petites maisons, whatever, toutes construites, construction 2000, année 2000, très bien installées. C'est pour vous montrer que quand je leur ai dit ça, au départ, ils étaient sceptiques. Mais moi, ma plus grande satisfaction que j'ai eue là, dans ce processus-là, c'est de voir des gens qui ne croyaient pas, qui pensaient que c'était impossible, que des gens qui, ça faisait longtemps qu'ils étaient ici, ils disaient, mais non, c'est pas possible, là, impossible, là. Ah, je ne sais pas de quoi qu'ils parlent, c'est impossible d'acheter une maison après 2 ans, après presque 2 ans que vous êtes ici, c'est impossible. Oui, c'est possible. OK, c'est ça. Non seulement je l'ai fait pour eux, j'ai fait pour plusieurs de leurs amis. Donc, c'est pour vous montrer, moi, la plus grande satisfaction que j'ai eue, c'est quand je suis arrivé, puis elle m'a fait une copie de la clé de sa maison. Elle m'a dit, Max, ça, c'est la clé de ta maison, tu rentres ici quand tu veux, c'est ta maison ici. Bon, bien entendu, je n'ai pas accepté la clé. Bon, je peux vous dire que pour moi, c'était comme une très belle satisfaction. Puis, effectivement, on a pu les sortir de leur appartement, les amener à acheter une maison. C'est que l'idée en arrière de ça, qu'est-ce que j'essaie de dire, là? Tout est possible. Okay? Ça prend juste quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Ensemble, si on se met ensemble, vous faites votre part, nous, on va faire notre part, on peut vous aider à acheter votre maison plus rapidement. C'est sûr, certains, les prix des maisons à l'époque n'étaient pas au prix, mais ils avaient quand même 50 000. Ils n'ont pas utilisé toute la mise de fonds. Non seulement qu'ils ont pu faire toutes les dépenses, ils ont acheté des nouvelles chambres pour les enfants, il leur restait quand même un peu d'argent, quand même. On a gardé un peu d'argent pour leur garder ça comme un coussin dans l'éventualité où il y a un pépin ou qu'un perd son emploi. On a continué à mettre de l'argent de côté en conséquence. Puis là, on a été essayer de maximiser certaines choses pour eux autres, pour leur permettre d'aller chercher. Puis avec ça, avec les stratégies qu'on avait mis en place, on a pu aller chercher beaucoup plus d'allocations familiales parce que, étant donné que le revenu de monsieur était passé à 70 000, le revenu familial a augmenté, mais les allocations familiales avaient baissé beaucoup, mais on a pu récupérer les allocations familiales, aller chercher le maximum au niveau des allocations familiales, fait que l'argent sortait un petit peu de partout. Fait que avec ça, on a pu ramasser quasiment 50 000 en l'intérieur de pratiquement 2 ans, moins de 2 ans. Donc, ça, c'est ça notre expertise, c'est ça qu'on sait faire et c'est ça qu'on va faire avec vous, bien entendu. Si, par exemple, vous nous confiez le mandat de vous accompagner dans ce processus, je ne vois pas pourquoi que vous ne le ferez pas, vous ne le feriez pas. C'est dans votre intérêt à le faire. On va travailler avec vous, on va vous accompagner. Comme je vous dis, ça ne vous coûte pas de l'argent, on ne vous charge pas d'argent pour ça. Mais notre mandat à nous là-dedans, c'est de vous accompagner vraiment et de vous donner les outils dont vous avez besoin. Maintenant, dans tout ça là, probablement, il doit y avoir des gens à la maison qui nous regardent, qui disent, ouais, mais OK, mais là, regarde là. Pourquoi vous allez faire ça pour nous là? Pourquoi? C'est quoi vous avez à gagner là-dedans? Puis la question est légitime. Et je vais répondre à la question de façon très directe et très franche aussi pour vous dire. C'est sûr, certains, nous, quand on fait le programme clé en main, là, ça me rapporte absolument rien du tout. Dans le sens que, personnellement, c'est un temps qu'on prend, qu'on investit pour vous accompagner, pour partager une information avec vous. Si ça serait pour un gain pécunier, ça ne vaudrait pas la peine, là, je ne prenais pas mon temps pour le faire. Okay? C'est sûr, certains, je ne prenais pas mon temps, prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de mon temps pour m'asseoir, pour parler dans le vide. Si ce serait parce que j'avais quelque chose à gagner, en réalité, ce n'est pas l'argent et la motivation dans tout ça.
La motivation dans tout ça, c'est que quand on se lève le matin, nous, comme conseillers en sécurité financière, là, notre credo à nous, on a une mission sociale, mais aussi, on a une mission aussi, travailler avec les gens aussi, qu'on aide à accroître leur patrimoine. Le gain qu'on a dedans, c'est pour dire que votre richesse, c'est notre richesse à nous. Parce que éventuellement, en devenant propriétaire, on vous accompagne dans ce rêve-là, éventuellement. Pour nous, c'est une façon de dire que, OK, probablement à l'avenir, quand vous allez pouvoir prendre vos autres services financiers, vous allez le prendre avec nous dans le devoir. C'est un risque qu'on prend. Est-ce que vous allez le faire? Je ne sais pas. Est-ce que vous le faites? On sera très apprécié de faire. Vous allez dire, ah, ce sont les gens qui nous ont aidés à acheter notre maison. Éventuellement, quand on va avoir besoin de nos services financiers, on va les prendre avec eux. À ce moment-là, nous, maintenant, on aura un gain à gagner. On aura quelque chose à gagner. Mais dans le processus de l'achat de la maison en soi, on n'a absolument rien à gagner là-dedans. On le fait vraiment parce qu'on fait par passion, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et pour moi, personnellement, je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que je suis conscient que pour les immigrants, pour beaucoup des gens qui sont dans nos communautés à nous, l'accession à la propriété, c'est le plus gros levier financier qui va les aider à accéder dans l'échelle sociale, dans l'échelle financière. Okay? Parce que pour beaucoup des gens qui partent d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, okay? Qui doivent tout recommencer, qui partent de leur pays, avaient un standing, avaient un niveau de vie, avaient une éducation, avaient un train de vie qu'ils avaient déjà. Ils avaient déjà probablement une maison. Ils avaient déjà un style de vie qui menait. Mais là, maintenant, pour des raisons d'insécurité, pour des questions X ou Y, ou peut-être pour offrir de meilleures opportunités à leurs enfants, décident d'immigrer et de tout laisser et de revenir dans un pays où ils doivent tout recommencer. OK? Bon, dans ce cas-ci, on arrive à un certain âge, on n'est pas jeune, là, on s'entend, donc on arrive dans un nouveau pays, on doit comprendre un nouveau système. Tous nos repères, admettons, sont chamboulés totalement. On a besoin de se retrouver le plus rapidement possible. Comment faire maintenant quand je pars à zéro, ou du moins le peu d'argent que j'ai ramené avec moi, ou l'argent que j'ai ramené avec moi? Dans les premiers temps, on doit payer un loyer, on doit vivre, on doit manger, on doit faire. L'argent part très rapidement. Mais il faut qu'on commence quand on commence. Et le plus grand levier qu'on a pour augmenter, pour passer d'un point à un point dans cette économie-là, c'est à travers l'immobilier. Et moi, personnellement, c'est la meilleure façon que je trouve maintenant pour permettre aux gens de leur donner cette possibilité de créer une richesse intergénérationnelle le plus rapidement possible à travers l'immobilier. La raison pour laquelle on fait ça. Et quand j'ai parti le programme Clé en main en 2015, c'était exactement ça ma motivation. Je dis, ce sera ma contribution à ma communauté. Et dans ce cas-ci, si ça bénéficie à tout le monde au plus grand nombre, mais tant mieux, ça servira. Mais mon objectif premier en arrière de ça, c'était vraiment cette mission-là que je me suis donnée avec ça. Et grâce à Dieu, jusqu'à présent, on a notre mission, on a pu accomplir cette mission. Durant toutes les années 2002, là, pendant la COVID, pendant toutes les années difficiles, le marché immobilier était extrêmement cher. On a quand même amené des dizaines et des dizaines de personnes à devenir propriétaires pareils dans les contextes parce que l'argent était là. On a pu faire un bon travail. La mise de fonds était là, tout était là. Même si les prix des maisons étaient prêts, ils étaient prêts à acheter. Parce que le bon moment d'acheter, c'était hier. Okay? Parce que les coûts des maisons vont continuer à augmenter, tout va continuer à augmenter. Il n'y a jamais de bon moment pour acheter, ça ne sera jamais le bon moment pour acheter. L'important, c'est de commencer à quelque part. Et c'est ça que nous, on fait, on met notre expertise à votre service. Donc, c'était pour répondre à la question de façon la plus directe, qu'est-ce que nous, on y gagne? Voilà qu'est-ce qu'on y gagne dedans. Donc, voilà. Ça, c'est la première étape. Maintenant, pour le reste, pour nous, notre travail, nous ne s'arrêtera pas une fois que vous avez acheté notre maison. Notre travail, ça sera de continuer à vous accompagner tout le long de votre parcours par la suite. Parce que les autres professionnels vont devoir nous le voir. Le côté immobilier va marquer, ah, mec, est-ce que tu peux m'envoyer les relevés du client pour me prouver que le client avait l'argent sur son compte? OK, parfait. On voit ça. L'agent immobilier, lui, ne peut pas fonctionner si moi, on fait ça. C'est que tout le monde, à quelque part, tous ces professionnels gravitent autour du conseiller en sécurité financière parce qu'on est la clé de voûte là-dedans. C'est nous qui allons vous aider à bâtir cette richesse, à accumuler ces actifs dont vous avez besoin pour vous aider à atteindre vos objectifs personnels. On sera là pour vous accompagner, vous donner les stratégies dont vous avez besoin. Bien entendu, on dit toujours, votre richesse, c'est notre richesse. Plus vous réussissez, plus nous, on réussit de notre côté parce que notre intérêt est subrogé au vôtre. Il faut que vous gagnez pour que nous, on gagne. Si vous ne gagnez pas, on ne gagne pas. Donc, et c'est là le beau rôle qu'on joue. C'est que notre motivation à nous, là, c'est de vous aider à gagner parce qu'en gagnant, nous, on gagne aussi. Donc, c'est un travail d'équipe qu'on va faire. On va travailler la main dans la main. Donc, ça, c'est un petit peu pour vous mettre un petit peu dans le contexte, un petit peu du processus de l'achat de la maison et le pourquoi un courtier hypothécaire est important, le courtier immobilier. Je vais vous donner un exemple pourquoi le courtier immobilier est hyper important.
Je donne une information pour ceux qui veulent économiser, qui veulent aller acheter des maisons sur du proprio tout seul, là. Je vais vous donner un exemple concret d'une situation parce qu'un courtier immobilier peut faire la différence. J'ai trouvé la maison que je voulais acheter, c'était, comme j'avais envisagé, moi, une maison dans ma tête, la maison correspondait à 100% à ce que je voulais. En plus de ça, c'était dans un quartier que j'aimais beaucoup, Lorraine. C'est un très beau quartier, un quartier très huppé, très beau quartier, ok? Un très, très beau quartier, Lorraine. Un peu bourgeois, un petit peu, mais beau quartier, ok? Donc, dans ce cas-ci, j'ai trouvé la maison, je suis tombé en amour avec cette maison-là, comme ça se peut pas. J'ai eu un kiff sur cette maison-là, comme ça se peut pas, ok? J'étais pas capable de dormir, je voyais la maison dans ma tête, là. Je voyais tout ce que j'allais faire, les enfants qui allaient courir. J'avais vu mon bureau, oh my God, je suis parti dans ma tête, là. Mon garage, j'ai vu comment j'allais installer mon garage, puis tous les trucs que j'allais mettre, les écrans que j'allais mettre dans ma, oh my God, j'étais parti de ma tête, ok? Là, j'appelle mon agent immobilier, là, j'ai dit, qui est un de mes amis, j'ai dit, ah, mais bro, j'ai trouvé une maison. J'ai vu une maison là, puis là, je suis en amour, c'est celle-là que je veux, là, arrange-toi pour que je l'aie. Il m'a dit, OK, il dit, Mike, calme-toi un petit peu, là, on se calme un petit peu, laisse-moi aller faire des vérifications. J'arrive, on visite la maison était super belle, tout était là, ma femme est tombée en amour, la cuisine, là, les gros comptoirs en marbre blanc, elle se voyait déjà en train de faire des biscuits. Ah, on est parti dans la tête, ok? Donc, l'idée de ça, maintenant, lui dit, ah, Mike, laisse-moi aller faire des il est allé faire des vérifications. Qu'est-ce qu'il trouve? La maison est assise sur une nappe phréatique, une nappe d'eau. Cette maison-là a 5 pompes en dessous qui doivent pomper de l'eau matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Si deux des pompes lâchent, la maison va être inondée. Maintenant, ces pompes-là, il faut les changer littéralement aux 5-6 ans. Ouf! Je n'aurais pas eu un agent immobilier là, qui était capable d'aller vérifier cette information pour moi. Le propriétaire qui était là, il m'aurait dit, ah, mais la maison, vous savez, il y a une petite nappe là, on a installé des pompes là, puis les pompes font bien le travail, il n'y a pas de risque que la maison, il n'y a aucun risque. Moi, j'aurais juste vu ma maison de mes rêves, là, je l'aurais acheté, là. Puis après ça, je me serais retrouvé avec une facture aux 5 ans à changer ces pompes-là. Ces pompes-là ne sont pas données. Fait que la maison était sur le marché, la maison ne se vendait jamais. Moi, je ne comprenais pas pourquoi la maison se vendait. Il l'enlevait sur le marché, il le remettait, parce que des fois, il ne veut pas que le listing reste trop longtemps. Mais finalement, pour me rendre compte, la fois passée, j'ai été à Lorraine, j'ai un client à Lorraine, là, puis on devait résoudre quelque chose. Puis je suis passé, j'ai regardé, la maison est encore en vente. Ça fait peut-être 6 ans de ça. Et cette maison-là, elle ne la vendra pas. Et le propriétaire, malheureusement, là, soit qu'il va la démolir ou faire ce qu'il va, ou il va habiter dedans toute sa vie. Mais il ne vendra pas cette maison, OK? À moins qu'il y ait quelqu'un en construction, whatever, qui peut trouver une solution avec ça, là, personnellement. Mais imaginez-vous, moi, maintenant, je suis quelqu'un avec cette maison. Mais le courtier immobilier a des informations que moi, je n'ai pas comme particulier. Il a accès à beaucoup d'informations. Beaucoup plus d'informations que vous n'aurez jamais. C'est pour ça qu'il faut faire affaire avec un agent immobilier. Donc, c'est pour ça que dans ce contexte-là, ne lésinez pas, n'essayez pas d'économiser. C'est pas vous qui payez l'agent immobilier, là. Le courtier immobilier, c'est le propriétaire qui va. Après ça, maintenant, bien entendu, pour l'achat de la maison, il va avoir toutes les assurances qu'il faut avoir, l'assurance hypothécaire, l'assurance habitation, obligatoire, pas le choix, vous êtes obligé de l'avoir. Vous ne pouvez pas passer chez le notaire sans l'avoir signé. Les taxes scolaires, taxes municipales, les autres frais, le chauffage, l'électricité, toutes les factures augmentent aussi, bien entendu. Il faut prendre ça en contexte aussi. Donc, quelqu'un qui vous dit que, au prix que coûte le loyer, vous pouvez vous acheter une maison. Moi, je dis que c'est faux, là, personnellement. Parce qu'avec une maison, il y a d'autres dépenses que vous n'anticipez pas qui arrivent avec la maison. Oui, c'est vrai, vous payez un loyer qui vous coûte $1 800 par mois. Oui, c'est vrai. Ah, mais à $1 800 par mois, vous payez $1 800 par mois, vous êtes capable de devenir propriétaire. Pourquoi tu n'achètes pas ta maison? Oui, c'est vrai. Mais tu as juste $1 800 à payer. Des fois, ton électricité. T'sais? Mais là, maintenant, quand tu deviens propriétaire, tu n'as pas que $1 800 à payer. Tu as les taxes municipales à payer, tu as les taxes scolaires à payer, tu as ci, tu as ça, tu as plein d'autres dépenses qui viennent avec l'achat de la maison. Tu sais, la maison, à un moment donné, il va falloir faire le toit, il va falloir réparer la thermopompe, la remplacer, il va falloir peut-être remplacer le chauffage, le climatiseur central. Ben, maintenant, si toi, mettons, ton enfant avait bouché le bol de toilette, tu appelles le propriétaire, il y aura quelqu'un, tu ne sais pas combien ça coûte là, pour un plombier. Mais là, maintenant, le propriétaire, c'est toi. S'il y a un bris dans la maison, c'est toi qui dois aller au bas. Donc, dans ce cas-ci, l'achat de la maison
plus de mensualité. C'est pas parce que vous payez un logement, un loyer de 1 200, 2 000 $ par mois que ça veut dire autant que vous avez l'argent maintenant pour vous acheter une maison. C'est ça, moi, j'aime pas ce discours-là. Je trouve que c'est un discours qui est dangereux. Et beaucoup de gens sont tombés dans ce panneau-là. Ça leur a coûté leur santé, ça leur a coûté beaucoup de choses. Les gens travaillent comme matin, midi et soir, font des jobs et des jobs juste pour payer une hypothèque. C'est plus une vie. Votre maison, c'est votre oasis de paix. Okay? Vous êtes censé travailler, oui, mais vous devez pouvoir jouir de la maison. Moi, je connais du monde qui a acheté la maison qui a une piscine qui ne sont jamais baignés de la piscine, pas même une seule fois. Parce qu'ils travaillent matin, midi et soir. Mais ta maison ne peut pas devenir un enfer. Okay? Donc, moi, c'est une des mises en garde. Oui, j'encourage les gens à devenir propriétaires. Mais moi, je dis qu'il faut bien acheter la maison. Et c'est ça notre travail à nous. Moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui ont la mise de fonds, qui disent non, vous n'êtes pas encore prêt pour acheter. Ça va prendre un petit peu plus de ça. Il va falloir qu'on consolide d'abord nos finances avant de sortir dans l'achat de la maison. Donc, des fois, c'est ça qu'on va faire. On va retarder le projet de la maison, même si la mise de fonds est déjà là, mais on va le faire de façon responsable et de façon, comme je dis, de façon responsable plutôt. C'est ça. Donc, c'est pas juste acheter la maison, mais il faut regarder tout le contexte qui vient avec. Et notre travail à nous, c'est de ça. Donc là, maintenant, je vais conclure là-dessus. Il y a l'oracle, le sage Warren Buffett qui a dit, si un jour vous êtes assis à l'ombre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a planté un arbre un jour. Si aujourd'hui, moi, j'ai ce privilège de partager ces informations avec vous, c'est parce qu'un jour, moi, quand j'ai commencé en immobilier, j'ai commencé très jeune en immobilier. Mon premier immeuble, j'ai acheté, j'avais 18 ans, j'allais avoir 19 ans. OK? J'ai ramassé mon argent, j'étais très discipliné, j'ai fait mes affaires, tout ça, whatever. J'ai commencé très tôt. Mais pour ce faire, j'ai pas pu le faire sans quelqu'un qui m'avait pris sous son aile, qui est un ami jusqu'à aujourd'hui, qui est très âgé en passant. C'est quelqu'un qui possède plein d'immeubles à Montréal, un peu partout, là, il a des immeubles. Il m'avait pris sous son aile et il m'avait coaché. OK? J'ai pas écouté par moment, ça m'a coûté cher. Chaque fois que j'ai pas écouté, ça m'avait coûté cher. J'aurais dû suivre ses conseils par moment. Mais pour vous dire qu'il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'avait pris sous son aile, qui m'avait expliqué comment ça fonctionne, qui m'a évité de faire des gaffes, qui m'a amené à devenir propriétaire plus jeune, à un très jeune âge. Et c'est pour ça que je dis, moi, j'ai reçu quelque chose de quelqu'un. J'ai la responsabilité aussi de partager cette information avec tout le monde. Parce que moi, j'aurais pu dire, mais j'ai ma maison, j'ai mes trucs, puis c'est pas mon problème, puis moi, je fais mon travail du jour au lendemain. Mais ça va au-delà de juste faire mon travail. Pour moi, c'est une façon aussi de partager l'information avec un plus grand nombre. C'est-à-dire que pour vous, il y avait le privilège, il y avait cette occasion d'être ici dans cette rencontre-là. Si vous connaissez d'autres personnes autour de vous qui aimeraient aussi s'acheter une maison, on peut les aider aussi. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez nous les référer. On va travailler avec eux. On va regarder leur processus, où est-ce qu'ils sont rendus. Depuis qu'on a parti ce programme-là cette année, il y a déjà plusieurs personnes qui ont acheté. Il y a des gens qui pensaient acheter dans 2 ans, mais finalement, ils ont pu acheter cette année directement parce que avec ce qu'on a regardé avec eux, rapidement, on a pu mettre cette stratégie. Finalement, on a pu accélérer le processus. Ils pensaient acheter dans 2 ans, dans 3 ans, mais là, finalement, cette année, ils achètent déjà. C'est ça le travail qu'on fait. On va faire ça de façon comme sérieuse et de façon responsable. Fait que n'hésitez pas à nous référer ces gens-là aussi ou vous-même. Maintenant, pour vous-même, maintenant qui êtes ici, qui est ici à cet atelier-là maintenant, la balle est dans votre camp. Maintenant, c'est vous. Votre décision est entre vous-même. L'information et l'expertise sont là. Maintenant, c'est à vous de décider maintenant qu'est-ce que vous allez en faire. Puis, peu importe le choix que vous allez faire, on sera là pour vous accompagner. Fait que si vous voulez nous rencontrer à n'importe quel moment, la personne qui vous a référé, qui vous a invité à cet atelier-là, vous pouvez toujours la contacter elle-même, si c'est un conseiller financier. Et si c'est pas un conseiller financier, mais une des personnes dans l'équipe ici, vous allez pouvoir en parler avec cette personne-là et puis on va pouvoir vous accompagner et vous aider dans tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous référer parce que moi, je pense que l'esprit de partage, c'est hyper important. Une communauté forte est une communauté qui partage et qui s'entraide. Et je pense que la valeur de l'entraide est très, très, très importante. Donc, voilà mes coordonnées. Pour ceux qui veulent, l'adresse courriel ici n'est pas bonne. Ne faites pas attention à l'adresse courriel qui est ici. Donc, le numéro de téléphone est ici, est bon. Donc, vous pouvez toujours soit m'envoyer un texto, peu importe, dans ce cas-ci, ou m'appeler. Dans ce cas-ci, on va pouvoir regarder. Et un membre de l'équipe pourra vous prendre en charge, bien entendu, parce que j'ai une charge de travail qui est extrêmement élevée. Donc, des fois, je ne peux pas m'investir, mais je ne serai jamais trop loin dans tout le processus. Généralement, je suis très impliqué dans tout le processus. Dans ce cas-ci, si vous avez des questions, peu importe, les personnes qui vont vous accompagner, je serai très impliqué et toute notre équipe, on pourra le mettre à votre disposition aussi parce que c'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'une équipe qui sera avec vous pour vous accompagner dans votre processus. Donc, voilà, là-dessus, pour moi, ma partie à moi est terminée et j'ai une autre parenthèse que je vais faire. Pour ceux, admettons, qui sont ici, je sais que beaucoup d'immigrants, admettons, ils viennent ici avec l'idée de retourner à la maison.
du moins de vouloir se construire une maison au pays, qui disent, oh non, je ne veux pas acheter de maison ici, je vais plutôt m'acheter une maison au pays. OK? Moi, je vais vous dire, soyez prudent un petit peu là-dessus. OK? On ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir avoir un pied à terre chez soi, mais je vais vous dire que vous devez investir là où vous savez que votre investissement est garanti. Je donne un exemple. Moi, j'ai mes parents qui quitté ici, qui ont décidé de retourner vivre en Haïti. Ça remonte quand même à très longtemps, quand même, qu'ils sont repartis en Haïti. Ils ne voulaient rien savoir d'ici. Ils ont étudié, ils ont fait ce qu'ils ont à faire un petit peu. Ils sont restés une dizaine d'années ici. Puis après ça, ils ont décidé de lever l'ancre et de retourner chez eux. Mais entre-temps, ils ont eu le temps de faire quelques petits investissements ici. Mais entre-temps, on va dire que le Canada, c'est un des pays où est-ce que le système financier est le mieux régulé au monde. Okay? On a un système qui est extrêmement solide, très bien régulé. Ici, au Canada, là, les banques ne peuvent pas faire faillite. Aux États-Unis, ça arrive souvent. En Europe, ça arrive souvent des banques qui fassent faillite. Ici, ça ne peut pas arriver. Okay? En Afrique, en Haïti, dans nos pays, monnaie courante, ça peut arriver, ce sont des choses. Il y a toujours des parts de risque. On a des parts de risque aussi d'instabilité politique ou peu importe. Ça prend juste un changement de gouvernement qui vient et qui chamboule le tout. Mais ici, au moins, on a une stabilité au niveau de nos investissements. Et heureusement pour mes parents, si tout le monde sait, en Haïti, là, mes parents sont, s'il y a des Haïtiens dans la pièce ici, mes parents sont retournés vivre en Haïti, se sont installés dans une localité là-bas. Il y a eu une inondation dans la ville de Gonaïves qui a fait que la plupart des gens qui étaient là ont tout perdu. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent là-bas, mais étant donné qu'il n'y a pas un système d'assurance dans ce pays-là, malheureusement, les gens qui avaient tout installé, qui avaient tout ce qu'ils avaient mis dedans, leur commerce, leur maison, tout était inondé au complet. La boue est venue, perdu tout. Ils ont dû quitter, repartir à l'étranger pour aller vivre. Mes parents avaient beaucoup d'investissements là-bas aussi, mais ils avaient tout aussi, ils étaient inondés comme tout le monde. Mais une fois qu'ils avaient un pied à terre ici, ils avaient une maison ici, ils avaient des propriétés ici, ils ont pu refinancer une propriété ici, et leur permettre de repartir à zéro encore, puis repartir encore. Ils ont pu rester là-bas sans avoir à revenir ici obligatoirement parce qu'ils n'avaient plus d'options. Ils ont pu. Mais les gens qui n'avaient pas d'autres options, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû venir s'installer ici, recommencer à zéro ici, commencer à travailler à un certain âge. Ils étaient arrivés à un certain âge avancé. Donc, pour vous dire que votre propriété ici peut vous aider à bâtir une maison en Afrique, peut vous aider à bâtir une maison en Haïti, peut vous aider à bâtir une maison ailleurs. Votre levier financier ici, votre propriété ici, c'est un levier financier qui est solide, qui est garanti. Ne faites pas l'erreur de dire, ah non, 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 moi je ne peux rien ici. Ça, c'est une erreur monumentale que je vois trop d'immigrants font. Okay? Ici, là, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre ici. Jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, dans beaucoup de pays, ce n'est pas une valeur sûre. Okay? Il peut se passer beaucoup de choses. Fait que, pendant que vous êtes ici, ici, c'est chez vous. Okay? Mettez-vous ça en tête. Okay? On ne pourra jamais enlever votre pays en vous. Okay? Je suis né ici. Okay? Je connais un peu mon pays d'origine qui est Haïti. Mais à la fin de la journée, peu importe là, comme je dis, ici, c'est du solide. Là, ici, je suis en terrain connu. On sait, on peut prévoir, on sait. C'est du solide ici. Ça ne m'empêche pas de vouloir faire des choses ailleurs. Mais toutes les fois qu'il va se passer un pépin, là, je vais toujours venir me réfugier ici parce que je sais que j'ai une valeur garantie, j'ai une valeur sur ici. Là, c'est une petite parenthèse que je voudrais ouvrir aussi parce que j'ai parlé à beaucoup d'immigrants, mais non, je dis, ne faites pas cette erreur. Okay? Puis, vous savez de quoi je parle. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont construit des maisons, qui ont dû quitter leur pays, qui ne peuvent plus retourner là-bas, okay? Pour toutes sortes de raisons. Okay? Donc, ne tombez pas dans ce piège-là de vous enfermer dans ce rêve-là, mais je veux que vous ayez les deux pieds sur terre en étant réaliste, en prenant la réalité en face. Okay? Mais ça ne veut pas dire pourtant qu'on va vous dénaturer, de oublier votre pays d'origine, de ne pas investir dans votre pays d'origine, etc. Ce n'est pas ça qu'on dit. On vous dit quand même, gardez un pied à terre ici. Donc, pour ça, je termine ma rencontre là-dessus. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ça me fait un grand plaisir, là, je vais répondre aux questions. Je vais enlever le partage d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir me voir à la tronche un petit peu mieux. Bon, bien que ma caméra, là, un petit peu... J'ai zoomé, là, je ne sais pas comment faire pour dézoomer. Je pense que c'est comme ça. Je ne sais pas. Ça fonctionne des fois, ça ne fonctionne pas des fois. Des questions? Commentaires, questions? Sentez-vous à l'aise? Je suis là pour ça. Profitez de moi. Est-ce que ça va faire bien? Bon. La caméra fait des ciels. Bon, voilà.
Des questions? Non? Pour tout le monde, ça va? Je pense que ça va. Oui. Ah ben ok, d'accord. Mais si vous n'avez pas de questions, mais on va mettre un terme à la rencontre aujourd'hui. Donc, je vous souhaite déjà de passer une excellente soirée. Et puis, voilà. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à n'importe quel moment. Vous pouvez toujours nous contacter. En tout temps, j'avais mis mes coordonnées. Sentez-vous à l'aise, contactez-nous. Et puis, ça va nous faire un grand plaisir de travailler avec vous si nécessaire. Donc, voilà. Bonne soirée tout le monde. Et puis, merci beaucoup d'avoir assisté à cet atelier-là. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était bien, hein, Mamoudi?